Cette semaine à l'émission, Anne-Sophie Richard témoigne de son expérience d'école à la maison et Thomas Plouffe abat tous les mythes de cette pratique. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de mes chers collègues. Chroniqueur, collègue. Exclusivement masculin. Ouais, boys band. Non, c'est pas vrai. On a une invitée féminine aujourd'hui. Thomas Plouffe, c'est la première fois de la saison. Hey, on s'est ennuyé de Thomas Plouffe. Oui, il y a une odeur particulière ici. Hein? Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça sent le nouveau. Le coussin. Le renouveau, la renaissance. Ouais, le divan neuf. Bienvenue, Thomas Plouffe. Merci. Je suis content que tu apprécies, en tout cas, je déduis que tu apprécies le nouvel environnement. C'est magnifique, magnifique. Tu viens pas nous parler de mobilier aujourd'hui, tu fais une chronique sur l'école maison, évidemment. C'est le sujet de l'heure. C'est une chronique facile parce que c'est une chronique où je vais pas moi-même défaire les mythes, mais je vais essayer de les défaire avec vous. Donc, c'est ça, une chronique facile. Je vous très renvoie pédagogique comme ça. C'est de la maïeutique, hein? Tu vas détricoter avec nous quelques mythes tenaces. Quelques grands préjugés en lien avec l'école maison. J'espère que ça va être des préjugés que vous entendez autour de vous pour être capable de défaire. Parfait. Alors, ça sera un peu plus tard dans l'émission. Merci d'être là. James, bonjour. Bonjour, Antoine. Alors, James Langlois, tu as fait des recherches. J'ai fait mes recherches. Non, mais juste pour entrer dans le sujet, on peut se poser beaucoup de questions sur l'école à la maison. Fais-tu ça, toi, l'école maison? Non, pas encore. Peut-être que ça viendra un jour. Mais donc, j'avais envie de vous donner quelques infos pour bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que la loi sur l'instruction publique, depuis 2018, nous dit qu'elle est dispensée de l'obligation de fréquenter une école parce que normalement, de 6 ans à 16 ans, on est tenu d'envoyer nos enfants à l'école au Québec. Et donc, seulement les personnes qui peuvent être dispensées de ça, ils doivent envoyer un avis écrit au ministre, au centre des services scolaires. Donc, il y a 4 conditions. C'est la première. Ensuite, ils doivent monter un projet d'apprentissage qui vise à instruire, socialiser, qualifier. C'est un peu les grands objectifs du programme de formation d'école québécoise aussi. Et donc, ils doivent envoyer ce projet d'apprentissage au ministre. Encore une fois, ce projet est mis en œuvre par les parents. Un formulaire. Hein? Oui, il y a un canevas que le ministère fournit, mais on peut en faire d'autres. Et depuis 2022, en fait, les enfants de 4e et 6e année secondaire 2 sont tenus d'aller suivre les examens du ministère. Et finalement, donc, le gouvernement nous dit aussi que toute autre condition ou modalité que le gouvernement veut mettre en place, on est tenu de les suivre pour être dispensé toujours d'envoyer ses enfants à l'école. Mais globalement, c'est ça. Il y a toujours l'évaluation annuelle. Il y a une espèce de suivi aussi qui se fait avec le ministère de manière ponctuelle durant l'année. Qui déploie des conseillers pédagogiques. C'est quoi des gens qui sont là pour supporter, pour contrôler, pour évaluer? Ça dépend des personnes. Non, c'est ça. En général, c'est une forme d'évaluation. D'accompagnement. Oui, c'est ça. Je pense que le ministère veut s'assurer que tout se passe bien. Là, évidemment, je pense qu'un des grands soucis du ministère, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde ait accès à une éducation, je dirais, respectable, que personne tombe dans des mailles, justement, où on ne reçoit pas une éducation suffisante. Mais selon vous, il y a combien de personnes, d'enfants là, au Québec qui font l'école à la maison? Il y a au moins les enfants de notre invité de la semaine, Anne-Sophie. Donc, ça fait 7. Ça fait 6-7, bientôt 7. Les enfs de Thomas Plouffe, ça fait 8. Donc, on a une quinzaine de jeunes là, qui... je dirais 15. Les tiens, non? Les miens aussi, c'est vrai. Il ne faut pas les oublier. En tout, on est rendu à 23, 24. Non, en fait, ça fait beaucoup de monde. Les chiffres de 2022 nous disent qu'il y a 8000 enfants actuellement au Québec. Et sur combien d'élèves vous pensez qui sont scolarisés au Québec là, dans les institutions? Moi, j'estimerais autour d'1 million, 300 000. Oui, c'est parce que je t'ai dit mes chiffres avant. C'est ça. Sur à peu près, on va dire, arrondir à 1 200 000. Là, donc, c'est juste 0,74 %, ce qui n'est pas... c'est très marginal. Ça a monté. Il y a eu un pic durant la pandémie. Là, on parle d'un pic de 39, une augmentation de 39 %. Là, moi, j'ai lu 12 000. Thomas avait lu 17 000. Bon, quelque part autour de ça. C'est à se demander, James, si c'est si marginal, pourquoi on fait une heure spéciale là-dessus, une émission cette semaine consacrée à un phénomène annule tout. On annule tout. C'est une bonne question, mais je pense que, justement, comme toute chose en marge, il y a
quand même des mythes aussi qui sont à démolir un peu là-dessus pour éviter de la stigmatisation, mais aussi peut-être donner envie à d'autres parents de s'y mettre parce que je vais en parler un peu tout à l'heure, mais c'est un droit fondamental là, pour les parents d'éduquer ses enfants comme on l'entend. Et d'ailleurs, mais souvent, un des mythes qu'on s'imagine, c'est souvent que les parents qui font ça, c'est pour des raisons idéologiques et tout, mais en fait, l'ACED... Il y a des données là-dessus? Ben, très peu, mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que l'ACED, c'est une des associations principales au Québec qui regroupe les parents qui font l'école à la maison. C'est l'Association québécoise d'éducation à domicile qui regroupe 1800 familles. On parle d'à peu près 4000 enfants. Et la moitié des enfants là, qui ont été retirés du réseau, donc soit à peu près 2000, c'est en raison des troubles d'apprentissage que l'école n'arrive pas à prendre en charge. Donc là, comme je le disais tantôt, c'est 2000 sur à peu près 8000. Là, donc, c'est quand même intéressant. Mais là, c'est une association qui regroupe la moitié des enfants. Ça donne quand même une idée. Là. C'est pas... Il y a une chercheuse au Québec qui s'intéresse à ça. C'est pas la seule, là, mais c'est clairement la principale. Là. Christine Brabant, elle a écrit beaucoup là-dessus. Là. Il y en a d'autres qui collaborent avec elle, mais c'est elle la principale. Puis elle a commencé par répertorier. Elle en a fait des recherches déjà en 2002. D'ailleurs, eux se basent beaucoup sur cette association-là. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette Elle a commencé déjà à révéler en 2002. Elle défaisait l'idée préconçue que ce n'est qu'une affaire d'idéologie ou de religion. Que c'est ça, que c'est principalement une question qui est plus d'ordre pédagogique, difficulté d'apprentissage. Ça vient, la motivation liée à la transmission de la foi. Mais c'est... Parfois, pas toujours, mais parfois, oui. Oui, c'est là, mais dans la liste, là, ça arrive, je pense, au 4e ou au 5e rang. Ouais. C'est pas la première motivation des parents. Sans plus tarder, on va aller voir c'était quoi les motivations de notre invitée de la semaine, Anne-Sophie Richard. Avez-vous envie d'entendre ça? Oui, ça serait intéressant, je pense bien. Anne-Sophie Richard, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Allô, ça fait plaisir d'être là. Ah ouais, ben, t'es déjà venue quand même. Mais oui. Une des toutes premières collaboratrices à On n'est pas du monde. Oh mon Dieu, si vous pouvez retrouver cette émission-là, ce serait drôle. Ça existe dans les internets. De quoi t'avais parlé? Des balados, là, aller à l'épisode je pense que 5, 6, 7. Là. Non, je pense que c'était 1 ou 2. Là. Et de quoi t'avais parlé? Je m'en souviens même pas. Des JMJ en Pologne. Non! Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, ça te situe, ça te place dans une année. Oui. C'est dans cette année-là. C'est-à-dire? 2016. Ben, cette année-là, la 2016, des JMJ en Pologne. OK, ça fait quand même un bout. Oui, vétérante. Mais là, tu viens pas nous parler des JMJ en Pologne. Non, pas de chronique aujourd'hui. Non, tu viens nous livrer. À la maison. Ouais, c'est ça, la journée mondiale de la jeunesse. Tous les jours. Tous les jours. C'est ça, tu viens nous témoigner de ton expérience d'école à la maison. Spécifions peut-être, là, au départ, tu n'es pas ici au nom d'une association ou d'un regroupement quelconque. Tu viens simplement nous livrer ton expérience. On m'a demandé de témoigner. C'est ça que je viens faire. Bon, parfait. Alors, non, tu sais, je viens pas ici donner des informations comment commencer l'école à la maison ou bien vendre l'école à la maison à qui que ce soit. Là. Non. Il y a du monde qui font ça mieux que moi. Alors, commençons tout de suite là, avec le début. Qu'est-ce qui t'a stimulé ou motivé à faire le saut? Parce que tes enfants ont commencé à l'école quelques années. Oui, moi, ma première, je l'ai retirée, était déjà en 3e année. Puis ma deuxième était en 2e année. Puis j'en avais une à la maternelle. C'était juste avant la pandémie que je les ai retirées en 2019, avant que tout le monde soit à l'école à la maison. Avant que tout s'effondre. Mais il faut dire que moi, quand j'avais 15 ans, je ne sais pas pourquoi, au secondaire, j'étais dans un corridor à l'école où j'étais. Puis je m'étais dit, moi, quand je vais être grande, je vais faire l'école à la maison avec mes enfants. Je sais même pas comment je savais que ça existait. Peut-être j'avais entendu quelqu'un dire qu'il l'avait fait. Fait que c'était quelque chose de déjà en moi. C'était déjà en moi, ce genre d'appel-là à faire ça. Aussi, il faut dire que ça répondait aussi à ma personnalité. Moi, j'aime ça comme... Qui est? Journée relax. Pyjama. Ben oui, des fois. Pyjama, mais aussi... Ton tempérament, c'est Winnie the Pooh, là, c'est ça? Non? C'est sanguin. Ah, c'est... On va faire une autre chronique là-dessus. On n'est pas du monde, on n'est pas. Tempérament dominant sanguin. J'en ai d'autres. Colérique et présence, inquiète pas. Fait que ça répondait aussi comme à... Il y a un rythme que je cherchais que l'école à la maison a pu me donner. Quand mes enfants allaient à l'école, j'en avais 3 à l'école. J'avais des bébés, j'étais enceinte ou bien j'allaitais. Mon mari travaillait beaucoup aussi dans ce temps-là. Puis on était occupés, beaucoup impliqués dans l'église et tout ça. Puis moi, je devenais comme... puis j'allais à l'université, en plus. Fait que c'est sanguin, il aime ça faire plein de choses en même temps. Fait que je commençais à être fatiguée.
de ce rythme-là. Mais surtout, lever les enfants, go déjeuner, go autobus, go la mitaine est où? Bon, vous savez c'est quoi? Gérer les expos oraux, puis je suis pas super bonne en organisation, là. Fait que, en tout cas, je rushais quand même. Puis, ça allait bien. Mes enfants, ça allait bien à l'école. Ils étaient bons. Ils étaient bonnes à l'école. Puis, j'avais pas d'expérience super négative, pas de troubles d'apprentissage ni rien. Mais je commençais à être un peu fatiguée du quotidien. Puis, je trouvais que j'avais pas beaucoup de temps avec les enfants. Aussi, ça, je trouvais ça difficile. Tu sais, souvent, ils revenaient de l'école, ils étaient vraiment fatigués. Moi aussi, j'étais vraiment fatiguée. Les bébés se réveillaient de leur sieste. C'était les devoirs, les crises. Préparer tout le monde connaît ça. Oui, préparer le souper, tout ça. Ça me manque pas du tout. Fait que, puis j'ai rencontré une amie qui me parlait qu'elle pensait faire l'école à la maison avec ses enfants. Puis c'est comme revenu cet appel-là que j'ai eu quand j'étais plus jeune, là, que je me pensais bien bonne à 15 ans faire ça. C'est comme revenu ce désir-là de faire l'école à la maison. Puis on a pris quand même une bonne année et demie de discernement parce que c'est quand même un gros changement de vie. Ça implique beaucoup la mère. Puis ça implique aussi toute la famille, mais... Bien, la mère dans ton cas, mais on connaît des familles où c'est le père qui le fait beaucoup. Oui, mais c'est beaucoup... En général, il y a beaucoup de pères qui le font, mais oui, tout à fait. Mais c'était quand même une grosse décision. Ouais. Moi, je me sentais quasiment comme la veille de mon mariage. J'étais contente de me marier, mais j'étais un peu nerveuse. Oui, c'est ça, ça se prépare. Puis ça me causait un petit peu d'anxiété quand même parce que c'est tellement marginal. Je pense que c'est ça qui me faisait plus peur. C'est comme, je vais-tu leur nuire? Je vais-tu? C'est-tu une bonne idée? C'est-tu juste moi qui ai le goût de faire ça? Puis, fait qu'on a vécu ça dans la prière, aussi, dans le discernement de la prière. Pas juste moi avec mes idées. Puis j'en parlais autour de moi. J'ai lu beaucoup de livres pour m'informer sur c'est quoi le quotidien. C'est une des premières questions qu'on a quand on fait l'école à la maison. C'est comme... C'est quoi que tu fais de tes journées? À quoi ressemble une journée type chez les White? On s'habille, on reste en pyjama toute la journée. Ah, OK! J'avais un gros préjugé. Des fois, ça l'arrive, mais c'est rare. Maintenant, je me force et je les fais s'habiller. Ouais, c'est ça. Ça l'arrive. Mais non, on se lève. Moi, je fais mes prières avec mon mari à tous les matins, là, maintenant. Puis on déjeune. C'est quand même relax. Là, ce matin, les enfants, le matin, des fois, ils se font des œufs. Tu sais, comme on prend le temps le matin. On n'est pas dans le rush du déjeuner. Fait que ça me dérange pas s'ils déjeunent pendant une couple de minutes, heures. Ben, mettons 45 minutes, c'est que ça s'étire. On ramasse le déjeuner ou pas, là. En général, non, en fait. Puis là, souvent, les enfants, ils vont s'installer eux-mêmes maintenant à la table parce que nous, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Fait que c'est vraiment rendu comme une routine, là, l'école à la maison. Ça fait partie de notre journée. Fait que là, ils ont chacun comme un genre de casier là, avec leur cahier qu'on utilise dedans. Puis là, ils s'assoient à table puis ils commencent ce qu'ils sont capables de commencer par eux-mêmes. Puis souvent, je m'installe avec les plus petits en premier parce qu'ils ont besoin de moi, ils ne savent pas lire ou ils apprennent. Puis pendant ça, les plus vieilles, souvent, soit ils commencent ou pas. Le matin, des fois, ils ne commencent pas. Puis, mais ça ne me dérange pas comme je les laisse aller. Parce qu'ils ont déjà leur plan de la semaine, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ah, c'est le plan de l'année maintenant. Ah oui? Oui, mon Dieu, je suis rendue organisée, voyez-vous. Ça fait ça. Quand on trouve quelque chose qu'on aime, on change. Fait que, puis on fait presque toujours la même chose à chaque jour. OK. Fait que ça l'aide à comme, on se pose pas 1000 questions. Très concrètement, ça veut dire quoi la même chose à chaque jour? 4 pages de mathématiques. OK. Copie, narration ou dictée en français. Lecture. Ouais. Puis après ça, ils font soit anglais, une fois par semaine. Oh mon Dieu, je dis tout mon horaire, vous allez dire, ils font rien. Mais non. C'est quand même léger ce qu'on fait. Non, mais Puis science, 1 à 2 fois par semaine. OK. C'est tout. C'est ça qu'on fait. Ils font pas plus à l'école, je pense. Ben, c'est ça. Si tu enlèves l'éducation physique, c'est ça. Les transitions. Nous, ils font des arts plastiques tout le temps. Musique de temps en temps. Mais j'ai pas un horaire chargé. Un des avantages pour moi de faire l'école à la maison, c'est de ne pas avoir un horaire trop chargé. Mais tu finis l'année, puis tu as vu toute la même matière que ce qu'ils auraient vu à l'école, ou c'est différent? Ça dépend dans quelle matière, mais moi aussi, l'avantage de l'école à la maison, c'est que tu vas au rythme de l'enfant. OK. Fait que si tu as des enfants qui sont en retard ou à l'avance dans une matière, à la fin de l'année, c'est pas grave. Parce que c'est moi qui les reprends après à l'autre année d'après. Fait que je reprends où est-ce qu'on est rendu. On travaille
toutes les occasions sont une occasion de travailler, par exemple, la lecture ou même les mathématiques. En cuisinant? Oui, vraiment. Là. Puis, c'est pas anodin. Là, ça les forme aussi. Ouais. Fait que, il y en a qui suivent les cahiers comme vraiment à la lettre. Moi, non, mais c'est une décision personnelle. Là. OK. Parce que pour moi, une des raisons de faire l'école à la maison, c'est de personnaliser l'éducation avec chaque enfant. Fait que... Et puis comme un enseignant a la liberté professionnelle aussi d'adopter différentes approches pédagogiques. Puis moi, j'ai connu des enseignants qui avaient banni les manuels de classe. Oui. Donc... Oui, je ne sais pas si ça se fait encore. Là. Je pense que c'est comme de plus en plus rigoureux, là, la manière que les exigences du ministère. Mais bon, je veux dire, à la fin de leur parcours scolaire, mes enfants, ils vont savoir beaucoup de choses. Là, ça sera pas... J'espère. Mais quand tu envoies tes enfants à l'école, ils ont des lacunes aussi quand ils sortent de l'école. Ouais. L'école à la maison aussi, tu as des lacunes quand tu sors de ça. Je ne suis pas illusionnée là-dessus. Là. Est-ce qu'ils ont droit à l'échec, tes enfants? Ah oui, il faut. Non, ils ont toujours des échecs puis jamais d'échecs en même temps parce que on est toujours en train d'apprendre. C'est-à-dire, comme si tu connais pas ton problème de mathématiques, c'est normal. On va le refaire ensemble puis on va l'apprendre. Puis, pour moi, l'apprentissage, c'est... On apprend en faisant des erreurs, comme un enfant apprend à marcher en tombant puis en se relevant. Est-ce que tu fais des fois des apprentissages, mettons, en diade, par exemple, les plus vieux qu'aident les petits? Fais-tu des... des fois, oui, parce que aussi, des fois, j'ai juste pas le temps. J'ai plusieurs enfants. Je suis rendue à 5 qui font l'école avec moi. Fait que des fois, j'ai dit, demande à ta sœur ou demande à ta sœur plus vieille de t'aider. Avant, je leur faisais lire aussi des fois des livres aux petits. Quand j'étais trop dans le jus, j'étais comme, va lire un livre à ta sœur en attendant. En ce moment, j'ai moins besoin, mais des fois, je les mets ensemble. Mettons, mon deuxième année, ma quatrième année, je les mets ensemble pour faire la science. Puis mes plus vieilles, ils font leur science séparée entre elles. Puis aussi, je mets tout le monde ensemble pour l'histoire. Avant, je mettais tout le monde ensemble pour la science aussi, mais cette année, j'ai décidé de faire ça différemment. Mais l'histoire du monde qu'on fait, là, c'est toujours tout le monde ensemble. Au repas, je lis un bon livre. Mais ça, c'est une force aussi, parce que notre système public est très segmenté par âge, mais Dieu sait qu'il y a beaucoup de pédagogie alternative qui prône justement de mélanger les âges ensemble, puis ça aide autant les plus jeunes que les plus vieux. Là, parce que les plus vieux peuvent expliquer, mettre dans leurs mots ce qu'ils ont compris. Consolide ce qu'ils ont... Puis les plus jeunes aussi, ce qu'ils entendent, c'est de la répétition. Moi, c'est ça que j'aime. Comme dans l'éducation morale des enfants, quand tu vois les plus vieux se faire dire tout le temps la même chose par ses parents, ils entendent. Mes enfants, j'en ai une petite qui dit à la fin de la terminaison avec tu, c'est S. Mais j'ai jamais appris, mais c'est juste que je le dis à chaque jour à mes autres enfants. Des fois, c'est X quand même. Hein? Oui, des fois, c'est X. Anne-Sophie, Richard, je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute présentement qui se disent c'est bien beau tout ça, là, mais nous, on travaille tous les deux dans le couple, puis on voit pas comment on pourrait rentrer ça dans une journée. Si les deux dans le couple font 35-40 heures par semaine, des fois plus, est-ce que c'est pour juste une élite? Ton mari, es-tu millionnaire pour te faire vivre? Oui, explique-nous. Non, mais oui, c'est ça. Non, c'est un choix de vie, comme d'autres choix. C'est un choix de vie. C'est sûr qu'on aménage notre horaire en fonction de... autour de l'école à la maison, même si c'est pas toujours ma priorité. Pour moi, c'est la maison avec l'école. C'est ça, pour moi, l'école à la maison. Fait que si on a quelque chose de plus important qui se présente comme une activité ou bien quelqu'un qui est malade ou moi avec mon nouveau-né qui s'en vient, j'ai aucun problème à mettre de côté l'académique pour un temps, puis lire à voix haute plein de choses sur le divan ou bien pour pallier comme les apprentissages. Ouais. C'est ça. Mais je comprends que c'est sûr que ça prend quand même un peu de temps. Là. Faire l'école à la maison, ça prend. Les enfants, ils ont besoin d'aide. C'est pas tous les enfants qui sont autonomes. À moins que tu fais avec ça du secondaire, parce qu'ils viennent quand même vraiment autonomes. Là. Moi, ma fille est en secondaire 1, puis j'ai presque jamais affaire avec elle, là, parce qu'elle fait presque tout de manière autonome. Je pense que ça, c'est plus facile quand les deux travaillent, quand ils sont plus vieux. Mais petits, tu peux faire l'école le soir, tu peux faire l'école la fin de semaine. Il n'y a personne qui t'oblige de faire l'école le matin. Non, moi, je le fais le matin avant le dîner. Là. Avec les possibilités de télétravail pour... Oui, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Oui. Mais toi, tu avais déjà décidé de rester à la maison, même avant de faire ça, de toute façon.
Oui, en fait, je l'étais pas, j'étais à l'université. Oui, c'est ça. Moi, mes enfants, ils allaient à la garderie. Il y a des périodes qui allaient à la garderie quasiment 4 fois par semaine, là, mes petits. Ah, OK. Parce que j'avais des cours à l'université. J'ai arrêté l'université, puis j'ai pris comme 1 an que j'avais mon 5e enfant. Puis c'est à la suite de ça que là, j'ai discerné de faire l'école à la maison. De toute façon, le temps que tu prends pour... que tu prenais avant pour, je sais pas, faire les lunchs, sans embarquer les enfants, partir, ça revient au même le temps que tu prends pour faire l'école à la maison aussi, non? Je dis au même, il ne s'agit pas de calculer. Là. Mais c'est un autre rythme. Ouais, c'est vraiment un autre rythme. C'est vraiment comme une autre manière de vivre tes journées. Tu sais, des fois, on parle des journées pédagogiques, tu as tous les enfants à la maison, puis là, des fois, c'est lourd, là, parce que aussi, c'est pas ton quotidien. Fait que là, il faut que les enfants, ils apprennent à être ensemble, pas trop chicaner, jouer ensemble. C'est une dynamique. Mais ça prend du temps avant que ce soit une dynamique le fun. Là. Puis même à ça, il reste des temps que c'est pas toujours le fun. Là. Ça chicane. Puis, ça chicane quand même. Mais oui, ça chiale de pas faire l'école. C'est la vie de famille normale. Et ça, pour toi, comment tu vis ça, le fait justement d'avoir les enfants en permanence? Parce que comment avoir cette... Eh bien, moi, j'aime ça. Mais je t'avoue que je me suis pas lancée là-dedans en me disant que j'aurais des breaks. Je me suis pas lancée là-dedans sans réfléchir, dans le sens à mon quotidien, de quoi ça va avoir l'air. Quand j'ai commencé, je le savais que c'était fini les après-midi silencieux, que mon bébé dort puis que moi, je fais de la broderie, là, mettons. C'était ça, là, l'année avant que j'y retire. Fait que c'est vraiment une décision de vie. C'est comme un choix de vie, tu sais. Je savais que ça allait être ça. Puis je l'ai embrassé dans le sens que je n'étais pas réticente à l'idée de ça parce que c'était vraiment un appel pour moi aussi de faire l'école à la maison. C'est comme une vocation dans une vocation. C'est comme spécial dans la vocation du mariage. Fait que, puis aussi, je fais pas ça sur mes forces. Moi, je prie. C'est parce que tu vois aussi qu'il y a un plus grand bien à ça. Oui. Et donc, c'est quoi le plus grand bien? Est-ce que c'est le rythme que ça vous donne? Est-ce que c'est le fait justement de penser que vos enfants vont être mieux instruits? J'espère mieux instruit, mais déjà, c'est plusieurs raisons. Là. Le rythme, pour moi, c'est très important, mais aussi la transmission de la foi. Mais aussi, j'aime ça que mes enfants aient du temps pour faire autre chose que l'école. Pour moi, c'est important. Comme quoi, par exemple? Ils font beaucoup d'artisanat, de la peinture, du dessin. J'ai une fille qui fait du montage vidéo, qui écrit des livres, qui peut participer à des concours littéraires. Puis, tu sais, quand il est à l'école, il avait tout arrêté, ces choses-là, parce qu'aussi, ils n'ont pas le temps, ils sont fatigués, puis c'est tout à fait normal, là. Puis c'est pas la fin du monde non plus, là, s'ils font pas ça. Moi, j'étais allée à l'école, puis je suis pas morte, là, tu sais. C'est correct, mais... du parascolaire à l'école, ça s'ajoute à la semaine déjà pleine. C'est ça. On va faire du ballet, mais le soir, je les envoyais en gymnastique, Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un bien aussi qu'ils apprennent aussi à se connaître dans le sens que ils ont du temps pour voir quelles sont vraiment leurs passions personnelles. Tu sais, des enfants, ça saute d'une chose à l'autre, puis c'est normal. Mais aussi, à un moment donné, ça se dessine. Tu sais, il y a des choses qu'ils aiment puis qui sont bons. Aussi, ils apprennent à se connaître entre eux aussi. Ouais. Hein? Ils se coltaillent, ils se chamaillent, mais ils se connaissent. C'est la vie de famille, c'est ça. Ils apprennent à vivre ensemble. Là, on n'a pas le choix. Puis à aider aussi. Là, ils m'aident vraiment plus qu'ils m'aidaient quand ils allaient à l'école. C'est sûr qu'ils sont plus vieux, mais aussi, même les petits, je leur demande. À un moment donné, j'ai eu un autre bébé pendant que je faisais l'école à la maison, puis j'étais plus capable à la fin de grossesse. J'étais là, il faut que vous mettiez la main à la pâte. On vit tout le monde ici ensemble, il faut que tout le monde aide. Ça veut dire passer le balai, faire la vaisselle, des lavage, tâches. Le lavage, des fois, ils aident. Mais c'est quoi qui a changé le plus, justement, dans votre organisation de la famille? Est-ce que c'est du classement de matériel? Est-ce que, justement, c'est des routines, des horaires? Oui, c'est tout ça, parce que moi, j'en avais pas. Je suis vraiment nulle en organisation, ça m'intéressait pas. Fait que je suis devenue, moi, plus organisée avec, exemple, des tableaux écrits, là. Toi, tu fais ça tel jour, toi, tu fais ça tel jour, puis l'horaire de l'école, puis l'horaire des tâches, puis ces choses-là. Ça, moi, j'avais pas ça avant, puis ça m'intéressait pas vraiment de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai pas le choix de le faire, mais je suis contente parce que c'est vrai que ça allège vraiment mon quotidien, ces choses-là. Puis il y a des enfants qui ont besoin de structure. T'en as que c'est pas grave, ils sont super corrects, sans structure claire, là, écrite et tout, mais t'en as qui en ont besoin, comme psychologiquement, parce qu'ils n'ont pas le même tempérament que moi, sûrement. Ouais. Une dernière question, Anne-Sophie. Tu l'as évoqué rapidement tantôt, il y a des moments de prière qui sont nécessaires, là, entre autres avec ton mari. Est-ce que ça t'arrive d'être
vraiment désespérés ou découragés, puis même de remettre ce choix-là en question? Oui, ça m'arrive. Oui. Ça l'arrive de moins en moins, mais ça m'arrive encore. Puis je pense que il faut aussi la remettre en question des fois. Il faut comme se demander... Moi, je me demande si c'est vraiment la volonté de Dieu, finalement, de faire ça pour ma famille, pour cet enfant-là, pour moi aussi. Est-ce que c'est une bonne chose? Fait que moi, je suis pour la remise en question. Il n'y a rien qui est pour toujours. Exactement. C'est sûr que moi, j'aimerais ça. J'aime la réalité que ça me donne, c'est vrai. Mais est-ce que c'est toujours le mieux? Je pense que c'est des questions qu'il faut avoir régulièrement. Pas trop régulièrement, mais puis pas toujours agir sur le coup. Mais oui, des fois, ça m'arrive encore. Puis j'en parle avec mon mari, on prie, puis on voit. Je dis qu'il n'y a rien qui est pour toujours, mais le mariage est pour toujours. Oui, sauf le mariage. Nuance. Mais c'est vrai que tantôt, je disais que c'est comme le mariage, mais c'est pas comme le mariage à cause de cet aspect-là. Il y a personne qui m'oblige à continuer l'école à même. Non, c'est ça. Ça reste un choix libre. Hein? Oui, absolument. Contrairement à ma c'est pas ça que je voulais dire. c'est moi qui n'importe quoi. Anne-Sophie Richard, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu peux rester avec nous? Ben oui, je vais rester. Les enfants sont pas scolarisés. Tout le monde en parle. Les enfants sont pas scolarisés pendant le temps de ils sont scolarisés, regarde, ils sont derrière. Là, on les salue, ils sont là ils apprennent. Dans le studio. Merci beaucoup, Anne-Sophie. De rien. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. James Langlois. Antoine Malenfant. Il y a bien des gens qui pensent que l'éducation, c'est d'abord une affaire de l'école, qui appartient à l'école, dont l'école est le principal responsable. Mais la réalité est peut-être un peu plus complexe que ça. Oui, en fait, c'est une question qui revient souvent dans certains débats à l'effet, est-ce que c'est le droit des parents de choisir le type d'éducation qu'ils veulent? Surtout au Québec, où on a une société beaucoup plus étatisée, où on a tendance beaucoup à remettre entre les mains des institutions gouvernementales un peu toutes. Oui, toutes. Surtout nos responsabilités en tant que citoyens, parents, individus. Mais il faut se remettre en perspective que l'autorité parentale est vraiment une prérogative, justement, presque naturelle. Et ça, c'est présent dans toutes les grandes, dans toutes les grandes chartes. La Déclaration universelle nous dit que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Le Code civil au Québec, les pères et mères ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Puis même la Charte des droits et libertés, les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. Donc, on voit que dans toutes les grandes... C'est vraiment comme... C'est un droit pratiquement naturel. Pourquoi? Parce que il y a forcément, par le fait même qu'on met un enfant au monde, on a un lien particulier avec lui et c'est les parents qui sont les mieux à même de savoir qu'est-ce qui est mieux pour leurs enfants, parce que c'est eux qui les connaissent le plus. Normalement, on peut l'espérer. Oui, normalement, là, c'est ça. Souvent, il y a d'autres circonstances. Mais toute chose étant égale... Donc, puis ici, il y a un autre principe qui est derrière ça, c'est celui de ce que la doctrine sociale, entre autres, de l'Église appelle la subsidiarité. C'est quoi ça? Pour le dire simplement, c'est le fait que dans une société, je dirais, les corps, les réalités les plus proches sont à même de prendre soin plutôt que de confier à des corps supérieurs le droit de gestion de ces réalités-là. Plus une institution est proche de la personne qui lui est confiée, plus elle va être à même de prendre la décision la plus juste ou la plus adaptée à cette personne-là. Tout à fait. Donc, on dit souvent que la famille, c'est la première cellule de la société. C'est vrai. Et donc, qui sont les plus proches des familles? Bien, c'est les associations, les regroupements que les familles se donnent en soi. Puis, on ne peut pas... ça serait faussé, en quelque sorte, qu'une institution supérieure ou d'un niveau supérieur, comme quelque chose de très éloigné des enfants, des familles, viennent usurper ce droit-là ou viennent se mêler, au fond, de ce qui les regarde. Mais ça, ici, je prends l'exemple de l'éducation, mais ça vaut pour plein de domaines, en économie. Par exemple, on ne veut pas que, je dirais,
on ne veut pas nécessairement que les ministères d'une grande ville viennent se mêler de ce qui se passe dans une région donnée, dans un niveau municipal. C'est comme, bon, on voit ça justement au niveau politique. Mm-hmm. Et donc, suivant ce principe-là, le rôle des parents est d'une telle importance que l'Église nous dit qu'il est presque impossible de les remplacer. Le droit et le devoir d'éducation sont pour les parents primordiaux et inaliénables. C'est intéressant parce que dans la doctrine sociale même, on parle de... Il y a un mot valise, là, c'est devoir, trait d'union, droit. Droit, trait d'union, devoir. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Les parents ont le droit de s'occuper de leurs enfants en premier lieu, parce que aussi, c'est eux les premiers responsables. Hein? Si les enfants font quelque chose... Mettons, si mon fils casse la vitre du dépanneur en lançant une roche dedans, je vais être tenu responsable. C'est ça, c'est pas l'école qui va être tenue responsable. Non, c'est ça. En fait, souvent, l'école est tenue responsable d'à peu près rien. Puis même les parents, nous, on peut en aucun cas ou presque là, revenir, à moins d'un abus grave, là, contre l'école. Mais il y a peut-être une confusion dans le langage. Là. Pourquoi on appelle ça le ministère de l'Éducation, selon toi? Mais les institutions, ça ne veut pas dire que les institutions sont mauvaises, au contraire. Elles sont comme un prolongement de l'autorité parentale et c'est en fait parce que on délègue, on confie cette autorité aux institutions, aux enseignants, aux autres adultes. Puis d'ailleurs, nous, comme parents, on a aussi le devoir de montrer à nos enfants à respecter aussi l'autorité qui proviennent de nous, c'est-à-dire qui prolonge. Et donc, moi, j'aime pas, justement, souvent on fait cette confusion instruction-éducation. Moi, je dirais plus que souvent à l'école, on est dans le domaine de l'instruction. Mais malheureusement, par exemple, ici au Québec, l'État se fait un peu le porte-étendard, le responsable de l'éducation de nos enfants, et c'est lui qui va éduquer nos enfants dans toutes les sphères, alors que, dans les faits, c'est plus notre responsabilité en tant que parents. Mais, je vais faire mon savant, mais éduquer, ça vient de... Je ne sais plus trop quelle racine, éduquer, je ne sais pas. Ça veut dire élever l'âme. Mm-hmm. C'est sûr que si on considère ça, après ça, on prend le temps de réfléchir à ce qui se fait dans le ministère dit de l'Éducation. C'est sûr ça grince des dents. Là. Est-ce que l'éducation, est-ce que l'école arrive vraiment à éduquer dans cette perspective-là, d'élever l'âme des enfants aujourd'hui? Devrait, à tout le moins, tendre. Il devrait tendre vers ça, mais disons qu'on a des bonnes raisons de croire que non. Là. Mais on sait très bien qu'il y a plusieurs familles qui ne réussissent pas, qui ne parviennent pas à fournir. Alors, en tout cas, c'est souvent un argument qu'on entend. L'État vient comme suppléer ou par défaut vient combler ce manque-là qu'on retrouve dans bien des familles au Québec. Traditionnellement, l'école avait de façon conjointe avec les parents, avait le devoir d'éduquer, c'est-à-dire avait la responsabilité d'éduquer, d'élever l'âme de cet être-là qui leur arrivait de façon conjointe avec le parent, c'est-à-dire chacun avait sa mission respective, les uns ont leurs compétences, les autres ont... Mais tout ça était fait, disons, main dans la main, suivant un socle de valeurs communes. Mais on a perdu ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans une société plus homogène, où on a une anthropologie partagée, on a des... C'est ça, comme tu as parlé de valeurs communes, mais des convictions partagées. Dans une société plurielle, c'est plus complexe. C'est hautement plus compliqué. C'est pour ça que moi, je pense que dans un contexte comme celui-là, l'école, les institutions devraient se rabattre au dénominateur commun, c'est-à-dire juste transmettre les connaissances, puis pas essayer d'endoctriner les enfants. Là, Merci beaucoup, James. Je t'en prie. Thomas Plouffe, enseignant au primaire, chargé de cours et doctorant en psychoéducation. Tu t'es donné comme programme, comme mission, comme plan d'action aujourd'hui de déboulonner des statuts, des mythes, des idées préconçues. Des idoles préconçues. Je me suis dit, comment est-ce que ça pourrait être intéressant, cette histoire-là, cette chronique-là? Juste le fait que tu sois là, c'est intéressant. Non, c'est pas vrai. Fais juste ouvrir la bouche. No boy. Alors, c'est ça, mais je me disais, on pourrait parler de pédagogie, mais très vite, je sais pas, ça reste théorique. Après ça, je me disais, il me semble, ce qu'on voit, ce qui est un peu
un nœud là, autour de la question de l'éducation, c'est tout ce qu'on a comme avis extérieur qui pourrait venir teinter notre... nous, peut-être comme parents, qui se questionnons sur l'école-maison, qui se demandons si ce serait une bonne idée de le faire avec nos enfants. Ces avis-là extérieurs qui viennent teinter notre compréhension de ce que c'est, puis qui viennent des fois complètement saper notre envie de commencer. Là. On pourrait essayer de s'attaquer à ces espèces d'idées-là préconçues, voir, puis à travers vos témoignages, je vais des fois faire un peu l'avocat du diable, mais des fois aussi, je veux dire, nous aussi, on a notre propre expérience. Là. Nous, ça fait... Moi, je donne tout hommage à ma femme. C'est elle qui s'occupe de l'école-maison chez nous. Ça fait 5 ans. Fait qu'on a aussi passé à travers certains de ces questionnements-là. Fait que je me disais, on va essayer de voir un peu comment vous êtes capable de répondre à ça. Là. Précisons... Oui, vas-y. Sophie, tantôt, a parlé de peur, tu sais, dans son témoignage, que vous avais des peurs au début. Oui, c'est ça. Hey, vole-moi pas le punch, James. On va y arriver. On va y arriver. Je vais préciser quand même que tu tires le gros de tes revenus en travaillant dans des écoles, là. Oh oui, c'est ça. Moi, je travaille en milieu scolaire. Alors, tu es dans une position, tu es un peu en porte-à-faux, là. Non? Moi, je suis pas du tout contre. Pas contre l'école. Là. Non. Pour moi, l'école, ça a raison d'être. Par contre, dans le contexte actuel, je questionne l'habilité de l'école à disons, accomplir sa mission. Mais pas dans tous les contextes. Puis je tiens à souligner que pour moi, la responsabilité de ça tient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aux enseignants qu'à la structure dans laquelle ils sont placés. Pour moi, c'est très important de distinguer. Parce que trop souvent, on a tendance à mettre ça sur les enseignants, le blâme. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Ça tient plus disons, d'éléments plus culturels puis de structure. Mais bon, ceci étant dit, non, c'est clair, moi, je suis pas contre l'école. Là. Mais première question, moi, je me disais, première critique ou questionnement qu'on va avoir, là, puis souvent, ça vient de la belle famille ou encore souvent, ça vient ou des grands-parents. Là, ça va être autour de la fameuse socialisation des enfants. Vos enfants, vous faites l'école-maison, bon, c'est beau, là, vous avez des belles grandes idées, mais... Vos enfants, vous allez en faire des êtres asociaux. C'est-à-dire que vous allez les retirer de l'école, puis vous allez en faire des êtres qui sont centrés sur eux-mêmes. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est le jour où est-ce qu'ils vont être confrontés à la vraie vie, c'est-à-dire le monde du travail, ou encore éventuellement peut-être le secondaire qui ne sera pas à la maison, ou le cégep. Bien, ils seront pas capables. Ils seront incapables de saisir, de décoder les codes culturels ambiants. Et donc, d'entrer en relation, ce qui vont les amener dans problèmes psychologiques X et X, incapables de rentrer en relation, comme j'ai dit. Fait que, comment est-ce que vous répondez à ça, à cette critique-là? Facilement. En 2 mots. Je me suis tellement fait dire ça souvent. Ben là, dans le cours d'école, ils se font ôter leur casquette, là, ils vivront pas ça. Comment ils vont gérer ça? Ils se font ôter leur casquette à la maison par leurs frères et sœurs, premièrement. Là. Ils n'ont pas de casquette. Par exemple, les conflits, là, des fois, c'est une question qui revient. Comment ils vont gérer les conflits? Mais je veux dire, des fois, mes journées, c'est beaucoup de gestion de conflits. Puis il faut qu'ils apprennent à les gérer sans moi. Puis c'est vrai qu'il faut aussi, des fois, se retirer comme parents puis les laisser comme vivre leurs affaires entre eux comme s'ils étaient dans le cours d'école. Moi, je suis d'accord qu'il faut faire ça aussi. Là, c'est important. Mais ça se pose une fratrie, là. Oui, ça se pose une fratrie ou bien des groupes, tu sais, que tu vois régulièrement d'autres personnes qui font l'école à la maison, d'autres enfants. De parents qui... C'est ça. Mais tu sais, la socialisation à l'école, c'est une socialisation quand même entre pairs, là, c'est-à-dire entre enfants qui ont le même âge, dans le même contexte. C'est un genre de socialisation, ça aussi. Dans l'école à la maison, ouais, moi je pense là, quand même. Puis mais dans l'école à la maison, tu as un autre genre de socialisation. Comme on disait tantôt, il y a des âges différents, des réalités différentes. Là, nous, on a des bébés naissants, des enfants qui marchent à 4 pattes. Ou, genre, tu sais, c'est un autre genre de socialisation qui est nécessaire puis qui ressemble beaucoup plus à la vraie vie que l'école. Ça, c'est aussi un mythe là, qui est comme si la vie, c'était l'école, alors que c'est le contraire, la vie. C'est... Tout le monde... Ton travail, ça ne sera jamais juste avec des gens de ton âge, peut-être à part ici. Tout le monde arrive sur le marché du travail en se disant « Mais coudonc, on m'a rien appris de tout ça à l'école. » Il y a de ça. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, mes enfants, ils interagissent à la bibliothèque avec les dames qui sont là. Ils sont capables de parler avec les adultes. Des fois, j'ai pas le temps de m'occuper d'eux avec les autres enfants. Fait que je dis, ben va demander à la dame, ils doivent dépasser leur gêne. Mais j'ai une de mes filles que c'est elle qui commande son gâteau d'anniversaire à chaque année au téléphone. Moi, j'aurais jamais fait ça à mon âge. J'aurais été bien trop gênée, puis j'allais à l'école, puis j'allais dans une grosse famille. Tu sais, fait que je pense qu'il y a vraiment... C'est vraiment un faux de penser ça, honnêtement. Je dis pas s'il était tout seul, enfant unique, isolé, mais tu sais,
C'est vraiment les parents qui veulent faire l'école à la maison qui font ça. C'est l'image d'un enfant prostré là, qui serait incapable de regarder l'autre personne, l'enfant de l'école-maison. Je ne sais pas trop quelle espèce de à l'école, il y en a des enfants comme ça aussi. Des fois, oui, juste tout à fait. Un tempérament ou des manières d'être. C'est ça que j'allais dire. Je pense que dans le contexte actuel, Dieu sait qu'il y en a des enfants asociaux dans le système. Oui. Ce qui fait la plus grande différence dans l'éducation à la socialisation, c'est en premier lieu comment le parent, lui, se comporte. L'exemple du parent en contexte social. C'est-à-dire que c'est sûr on le voit d'ailleurs, c'est assez fascinant de voir comment on peut retrouver par exemple, un parent qui est plus timide, qui est plus réservé, ses enfants vont avoir tendance eux-mêmes à être plus versus l'inverse. On le voit dans les rencontres de parents. Oui, des fois, on le voit dans les rencontres de parents, c'est ça. On voit le parent, on se dit, hey, on voit les... Donc, c'est sûr qu'en premier lieu, c'est comment le parent agit en contexte, parce que l'enfant apprend par mimétisme, il regarde les grands, il essaie de faire pareil. Donc, en dehors de que ce soit l'école ou l'école-maison. Puis, il y a vraiment un enrichissement, excusez-moi. Vas-y. D'interagir avec des gens qui ne sont pas de ton âge. T'sais, même pour nous, à notre âge aussi, d'interagir avec des personnes âgées ou plus jeunes, il y a un enrichissement, tu apprends à décoder justement d'autres sujets ou apprendre d'autres sujets de conversation que juste des enfants du même âge ensemble. On ne parle pas du même niveau de langage, là, tout simplement, mettons juste le langage. Si tu parles avec des adultes qui ont une culture, puis tu parles juste avec des enfants de ton âge, tu ne développes pas le même genre de langage. Tout à fait. Ça apprend la patience de parler avec des petits. Oui. Pour les grands. Parce qu'à part au Verbe où tout le monde a 34 ans. On dirait. C'est faux, non, c'est de moins en moins vrai. Les milieux de travail sont variés. Il y a justement des différences d'âge. On a dealé avec plein de générations en même temps. Oui. As-tu une réponse, toi, par rapport à ça? Oui. Anne-Sophie l'a un peu évoqué, mais il existe dans à peu près toutes les régions du Québec des regroupements de parents qui font l'école-maison. Fait que je pense à ceux qui ont un enfant ou deux enfants à la maison et qui se disent on n'a pas une gang, nous autres, là, puis il y en a. Il existe, c'est ça, beaucoup de regroupements, des coopératives, des fois des associations un peu informelles aussi. Là, ça n'a pas besoin d'être très structuré, où c'est des familles qui passent une journée par mois, 2 journées par mois ensemble. Et là, il y a ces possibilités de socialisation, des fois même plus, là, des temps d'amitié, de fraternité, où il y a des activités qui sont organisées. On va aller cueillir des pommes ensemble, on va aller faire de l'escalade ensemble. Parce que c'est un réel besoin. Les enfants ont besoin, surtout en vieillissant. Alors, cette préoccupation-là qu'on retrouve dans le préjugé, elle n'est pas farfelue, non, elle n'est pas... Non, elle est réelle. Puis tu as raison, en fait, que c'est sûr que pour des milieux dans lesquels il y a moins d'enfants, c'est vrai que la tentation peut être bonne ou plus isolée. Les milieux plus isolés, la tentation peut être bonne de tomber dans une socialisation par les écrans. Par le biais de forums où les enfants vont socialiser avec d'autres dans les gens en ligne. J'allais dire, Dieu sait qu'il reste toujours des rencontres par Zoom. Oui, c'est ça. Il y en a qui le font. Il y en a qui font des clubs de lecture par Zoom depuis la pandémie. J'en ai vu. Là. Il y en a qui jouent avec leurs amis en réseau. Là. Puis il y a des enfants qui, des fois, ça répond un peu à leurs besoins. Là, mais ça comble toute la journée. Oui, puis avec le bémol qu'on peut apporter en disant que c'est pas tous les enfants qui ont cette recherche-là de socialisation. Il y a des enfants qui sont très bien dans leurs affaires, qui sont un peu plus dans leur tête, des lunatiques, qui aiment ça. Puis des fois, on les voit comme des enfants problématiques, surtout dans des milieux organisés. On leur dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne rentrent pas en relation? Des fois, c'est juste, c'est pas toujours le cas, mais des fois, c'est juste une question de personnalité. Là. Bon, je pense que c'est déboulonné. Hein? Ça n'existe pas. J'espère, ouais. Le deuxième mythe qui revient, puis qui est plus associé à la fois... dans la parole, on entend beaucoup d'appels à aller dans le monde, c'est-à-dire à être lumière pour le monde, être le sel de la terre, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait d'enlever vos enfants de l'école, c'est enlever un peu de sel dans cette terre-là qui serait l'école, puis et comme sous-question, ce serait pas par peur d'accomplir cette mission-là qui nous est demandée que de faire l'école-maison? Moi, c'est des questions que j'avais avant de commencer l'école à la maison. Moi-même, je me disais, pourquoi je fais, c'est quoi mes motivations? Est-ce que je fais ça par peur? Si j'avais commencé, mettons, quand ma première allait commencer à l'école, quand elle avait 5 ans, je n'avais parlé avec mon mari, je disais, moi, j'aimerais ça faire l'école à la maison, je veux pas l'envoyer. C'était plus par peur. Après, finalement, je l'ai envoyé. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas si pire que ça, l'école. Puis, c'était correct. Fait que quand je l'ai retiré, je me faisais poser aussi ces questions-là. Puis, je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas le faire par peur, parce que Dieu s'occupe de nos enfants, peu importe, qu'ils soient à l'école, à la maison.
une chance qu'il s'en occupe, c'est lui leur père, tu sais. Puis comme sel de la terre, moi, par rapport à cette question-là, des fois, nos enfants sont sel, puis ils sont pas sel. Ils sont sel parce qu'ils font partie d'une famille chrétienne et tout ça. C'est vrai que comme famille, on est un signe. Mais en même temps, ils ne sont pas encore des chrétiens adultes qui donnent leur vie comme un chrétien adulte est supposé la donner. Là, vous comprenez ce que je veux dire? On peut leur mettre ce fardeau-là. Exactement. Moi, je pense qu'on a des enfants, c'est en formation. Même nous, comme chrétiens, on est encore en formation. Puis, pour moi, c'était comme, on va leur donner une formation encore plus solide, j'espère, par rapport à la foi, en les gardant à la maison. Mais en même temps, je veux dire, ils sont dans le monde. Moi, mes enfants, ils jouent presque à chaque jour avec les voisins. Et je veux dire, on les reçoit à souper, comme on fait les activités à la ville, de danse ou peu importe. Fait c'est ça. On n'est pas complètement en dehors, mais je comprends la question, mais en tout cas... Puis si on a des enfants qui souffrent ou qui ne sont pas bien à l'école ou qui sont pour différentes raisons, on ne va pas les sacrifier pour évangéliser. Là, comprenez-vous ce que je veux dire? Je pense que, oui. De toute façon, c'est ça. C'est comme si c'est croire que les enfants, c'est mettre un fardeau sur le dos d'enfants qui sont effectivement encore des enfants, là, qui sont dans un processus où normalement, ils doivent être éduqués à la fois par leurs parents. Ils sont encore là-dedans. Puis comme tu dis, à moins d'être isolé dans le fin fond d'un rang toute seule, je veux dire, si tu investis dans ta communauté locale, dans ton quartier... Il n'y a pas que l'école qui fait partie du monde. Là. Je veux dire, le monde est partout. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est vrai que c'est un signe, parce que, mettons moi, je viens d'une grosse famille, on était 12 chez nous. Et quand j'allais à l'école, oh my God, vous êtes 12. Il y en a qui voulaient venir dîner chez nous. Tu sais, c'est vrai que c'est un signe, c'est vrai. Mais en même temps, aujourd'hui, aussi, l'école est quasiment anti-chrétienne, là, dans le sens qu'ils se font enseigner des choses qui sont le contraire là, de la morale chrétienne. Fait que des fois, c'est beaucoup pour certains enfants qui sont élevés dans des familles chrétiennes. C'est beaucoup à gérer d'informations. Puis t'as des enfants qui sont plus solides que d'autres, mais t'en as qui gèrent moins bien. Ben oui, ça amène comme une espèce de sous-point. C'est ça. On pourrait toujours mettre ça sur la question du discernement, dire c'est une question de discernement, si c'est le bon moment pour vous, selon vous. Mais à un moment donné, il faut se demander aussi, à partir de quand est-ce qu'on considère que l'école est dommageable, en fait. C'est une question de balance. Là. À partir de quand est-ce qu'on considère que l'école, vraiment, est plus dommageable que bénéfique pour mon enfant? C'est quoi la limite? Parce qu'il y en a une. Forcément, il y en a une. Elle va dépendre selon les gens, mais quels sont les critères qui permettent de dire que là, ça... Sauf que des fois, les circonstances ne te permettent pas de faire l'école à la maison. C'est tout à fait normal. T'sais. Même si tu vois que, selon toi... Exactement, que c'est dommageable. Mais je pense que ultimement, moi, c'est une chose qui m'a aidé à faire le saut aussi, c'est d'avoir confiance que Dieu va s'occuper de tes enfants. Toi, tu peux faire ce que tu peux faire là, comme parent. Puis tu as des circonstances aussi, des fois, qui fait que tu peux pas donner plus. Ou qu'il y en a toutes sortes, des maladies, le travail, je sais pas... tu peux pas prendre congé ou ça l'arrive. On a tout limité là, dans notre rôle de parent. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut trouver la paix dans l'éducation en général par rapport à ça, qu'à travers tout ça, Dieu est là, puis il prend soin de tes enfants, même ça si suppose de croire à l'école. Ça suppose de croire en la providence dans certains cas. Là, des fois, c'est fait... Oui, c'est... Mais derrière cette objection de, justement, être celle de la terre, il n'y a pas justement cette critique de dire c'est que vous faites ça dans un esprit de fermeture ou de repli identitaire sur soi. C'est pas ça qui peut être dommageable ou dangereux dans un sens. Oui. Ouais, je trouve ça intéressant que tu soulèves ça, James, parce que nous, nos enfants sont allés à l'école. On a même encore la moitié de nos enfants qui fréquentent le système scolaire, l'autre moitié qui est à la maison. Puis tout ce que vous venez de dire, c'est des réflexions par lesquelles on est passé aussi à la maison. Mais je pense qu'il y a un certain danger, là, j'aime pas le mot, mais à faire ce genre de saut-là pour les préserver du mal en pensant que ça va nécessairement fonctionner, puis que comme ça, on va être sûr qu'il leur arrive rien parce que l'école est donc bien rendue tout croche puis leur enseigne n'importe quoi. Ça, c'est une tentation que j'ai souvent entendue autour de moi, puis qui, oui, est basée sur quelque chose de réel. Là. C'est vrai que, on entend les enfants nous raconter ce qu'ils ont entendu à l'école, puis des fois, c'est juste n'importe quoi. Là. Mais je pense que c'est pas suffisant pour faire le saut puis de prendre une décision vraiment éclairée qui n'est pas juste basée sur la peur. Exact. Moi, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie dans les deux cas. Alors, c'est ça. Puis aussi,
nous, ce qui nous a toujours rassurés, en quelque sorte, c'est... Puis, faut travailler fort en amont, je pense, pour garder ça en tête, là. C'est que le premier est le plus fort, premier dans tous les sens, là, le plus fort et le premier chronologiquement, le premier lieu de socialisation, c'est la famille. Donc, l'influence que l'enfant reçoit dans la famille entre 0 et 5 ans avant d'être scolarisé et dans les années jusqu'à l'adolescence au moins, c'est sociologiquement vrai là, que c'est la famille qui inculque le plus de valeurs. Bon. Alors, si ce rôle-là est pris au sérieux par les parents, que l'enfant est à l'école ou non, ça devient une question secondaire, je pense. Puis, oui, je peux t'arrêter? Je t'en prie, parce que moi, je suis parti. Là. Ah, oui. Non, c'est intéressant ça. Mais est-ce que ça peut pas être jusqu'à un certain point? Forcément. Je veux dire, à un certain point, est-ce que ça devient plus secondaire? Puis on pourrait dire, non, l'école est rendue... Mais je ne dis pas que l'école est rendue là. Non. Mais à un moment donné, l'école est rendue, trop dommageable. C'est-à-dire que là, même si effectivement la famille est un lieu de socialisation, la famille est aussi le lieu où, c'est-à-dire la responsabilité des parents, c'est d'être prudent à l'égard de leurs enfants, de les protéger, de ne pas les mettre dans une bulle qui les empêche de voir que le mal existe et qu'ils ne sont pas, eux, des saints regardant de haut le mal du pauvre monde. Ben ouais. Mais il faut se demander, à partir de quand est-ce qu'on considère que là, l'école, non, c'est trop? Là? Ben, regarde, on disait tantôt, en début d'émission, que durant la pandémie, ça allait exploser en flèche, l'école-maison. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines familles qui voyaient un danger, sans doute, d'envoyer leurs enfants. Pour la santé des enfants, leur famille, ou pour leur santé mentale. Chacun a ses critères, là, qu'est-ce qui était le plus important. Mais je reviens à ce qu'Anne-Sophie a dit. Je pense que c'est difficile de tracer une ligne. Là. C'est un peu une réponse plate et trop beige, peut-être. Oui, c'est plate. Ouais, t'aimerais ça que c'est un jugement prudentiel. C'est un jugement super prudentiel parce que, de fait, nous, on l'a observé chez nous, on a des enfants certains enfants qui sont solides, là, mais capables de à la fois respecter le professeur, mais de ne pas prendre tout ce qu'il raconte pour du cash. Et d'autres qui pourraient être plus influençables ou plus... Et ça, et moi, une chose que j'ai entendue il y a quelques années qui me reste, c'est que c'est pas vrai qu'une formule est applicable à tous nos enfants, qu'on ait 2 ou 3 ou 10 enfants. D'avoir une pensée toute faite pour tout le monde, on tombe dans le même piège que l'État qui pense en système, qui veut appliquer la même chose à tout le monde. On doit avoir ce discernement-là pour chacun de nos enfants. Oui, tout à fait. Tu sais, fondamentalement, tu l'as dit un peu tantôt, mais moi, ce que j'ai réalisé en les retirant de l'école, j'étais comme un crime. J'ai toujours été la première responsable de l'éducation de mes enfants, peu importe. Même quand ils allaient à l'école. Bon, des fois, je dirais qu'on les envoie à l'école puis on oublie, on délègue, là, c'est normal, une partie, mais ultimement, fondamentalement, comme tu disais tantôt dans ta chronique, fondamentalement, c'est les parents les premiers responsables aussi, savoir qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se dit. Avoir un dialogue ouvert avec les profs. C'est ça. Mais bon, c'est sûr que moi, si l'école à côté de chez nous était intentionnellement dirigée par des nazis... Exemple. Je les enverrais peut-être pas, Thomas. C'est une réponse facile comme limite. Je trouve ça trop facile. Hey, merci beaucoup, Thomas, de nous avoir fait parler, finalement. Ça m'a fait grand plaisir de vous écouter. Rien fait. J'ai aimé vous entendre. Tu as fait du unschooling avec nous. Ouais, c'est ça. Bravo. Très habile. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, suggestion culturelle, chers amis. Catherine Lécuyer, qui est une autrice québécoise, mais qui demeure en Espagne depuis plusieurs années, spécialiste d'éducation et de psychologie. Elle a écrit, ça a été son best-seller international, traduit en plusieurs langues, Cultiver l'émerveillement, comment préserver la soif d'apprendre de nos enfants. Donc, tantôt, Anne-Sophie parlait dans son témoignage que le rythme de la vie change beaucoup quand on fait l'école à la maison. Et ça, c'est très beau parce qu'elle montre comment il y a différents... nos enfants ont soif de ça, puis soit le contexte peut aider ou nuire à préserver justement cette capacité d'introspection, de contemplation, de concentration dans notre vie. Puis elle montre de différentes manières là, comment... Mais c'est pas un livre de technique. C'est ça que j'allais dire. On est loin de la technique, le pédagogique. Non, c'est plus un esprit. Puis elle confronte aussi certaines perspectives pédagogiques qui nuisent, entre autres, à l'émerveillement. Formidable. Alors, ça s'appelle Cultiver l'émerveillement de Catherine Lécuyer, publié chez Québec-Amérique en 2019. Merci, James. Thomas Plouffe. Bon, j'ai 2 suggestions très rapides.
Pédagogie, Charlotte Mason, qui est une pédagogie en école maison qui est très, très appréciée, de plus en plus ici au Québec. C'est une Anglaise. Il y a 2 livres qui ont été écrits par une Française, donc en français, parce que sinon les ressources sont toutes en anglais. La pédagogie Charlotte Mason, tome 1. La pédagogie Charlotte Mason, tome 2. Très fort. Écrit par Laura Lafont. Je me souviens pas exactement si c'est 2 suggestions. Non, arrête, j'en ai un autre. Alors, vous pouvez trouver ça facilement. Je pense que ça se vend seulement sur Amazon, là, mais bon, pardonnez-moi. Mais vous pouvez en tout cas le trouver sur Amazon. Demandez à votre libraire d'abord. Oui, c'est ça, votre libraire, là, monsieur Amazon. Demandez aussi. La deuxième suggestion rapide, c'est un documentaire qui a été fait en 2002, qui a gagné au Festival de Cannes, je pense. En tout cas, il y avait... qui s'appelle « Être et avoir ». Ah oui, tellement beau. C'est une année complète, en fait, de novembre jusqu'à la fin de l'année, où on suit un instituteur en France dans une école de village. C'est super, c'est lent, là, on le suit à travers son accompagnement. C'est une école avec des enfants d'âge différents, mais lui, il a une approche plus traditionnelle. C'est super intéressant. Ça amène plein de réflexions autour de l'éducation, justement, le rapport du maître à l'enfant. Une classe multi-âge. Hein? Oui, multi-âge. C'est vraiment intéressant. Ça donne, si vous êtes passionné d'éducation, je vous le conseille. On le trouve sur YouTube facilement. Être et avoir. Être et avoir. Merci beaucoup, Thomas. Et rapidement, Sophie, 30 secondes. Un livre que j'ai lu avant de commencer l'école à la maison s'appelle « Et je ne suis jamais allée à l'école » d'Audrey Stern. Histoire d'une enfance heureuse chez Actes Sud. C'est la vie d'un garçon qui a été élevé de manière unschooling, qui est un peu un extrême de l'école à la maison, là, que l'enfant est un peu maître de sa propre éducation, quoique les parents aussi donnent beaucoup de matériel là, à sa disposition. Puis il raconte toutes sortes de choses qu'il a faites là-dedans. C'est bon pour remettre un peu en question notre idée très rigide de l'école puis de l'apprentissage. C'est tellement à l'autre bout du spectre que ça vient nous mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est aussi un peu côté ambiance. C'est quoi l'ambiance de la maison puis de l'apprentissage? Et je ne suis jamais allée à l'école d'André Stern. Merci beaucoup, Anne-Sophie Richard. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube ou Facebook. Abonnez-vous à nos chaînes, hein, c'est important. Et abonnez-vous aussi à notre infolette. Tant qu'à y être, c'est vraiment la plus belle infolette en ville. Je remercie nos chroniqueurs d'aujourd'hui ainsi que les techniciens à la réalisation, Barthélémy Rieux et Marianne Martin à la technique. On se retrouve bientôt pour une autre émission d'On n'est pas du monde.